pourquoi construire en gros une machine à polir? Alors je disais donc, je reprends donc, il faut un miroir précis au fond donc de notre tube, de télescope et vous voyez ici que l'écart entre la sphère et la parabole est grossi, des milliers et des milliers de fois, d'accord? Il faudra donc un miroir précis environ à un de un villi un 20 millième de millimètre. D'accord? C'est la distance qui sépare de la sphère donc à cette parabole qui nous permet justement de focaliser les images au bon endroit. Alors évidemment, ce miroir pourrait être fabriqué à la main et c'est souvent ce qui se passe au début. C'est que dans les années 50 donc Texero, un ingénieur opticien, d'ailleurs celui qui a poli le miroir, heu qui a permis de découvrir la première exoplanète à l'observatoire de Haute-Provence, si je ne dis pas de bêtises, s'est occupé un petit peu du sort des amateurs de cette époque et leur a proposé de construire, disons, à l'époque, un télescope de 20 centimètres, mais entièrement à la main. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez sur l'image de droite le poste de travail sur lequel on creuse le miroir avec un outil en verre par-dessus. On tourne autour de ce poste en faisant, disons, tourner ce miroir entre les mains pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Donc vous pouvez facilement imaginer que au bout d'une quarantaine d'heures, c'est quand même assez épuisant. Alors peut-être pas pour un petit miroir, mais pour un gros, ça peut vraiment le devenir. Ça peut même être très, très impossible, disons, à creuser si on va au-delà, je dirais, de 50 ou 60 centimètres. Certains l'ont fait, euh, mais disons que l'utilité d'une machine, on y pense assez rapidement. Donc, à l'instar d'un modéliste ou d'un pêcheur, lorsque la passion l'emporte, disons, ces derniers ne vont pas se contenter d'un seul modèle réduit ou d'une seule soirée de pêche. Alors, si tel est le cas, évidemment, cette activité vulgarisée par ce monsieur Texero, Jean Texero, devient vite une obsession et les projets donc vont s'enchaîner les uns après les autres. Alors, euh, donc, tourner en rond devient assez décourageant et fatigant. C'est pour ça que vite naît l'envie donc de construire des machines. Et donc c'est un petit peu ce qui m'est arrivé à moi personnellement. J'ai fait juste un miroir dans les années fin des années 90 de 20 centimètres à la main entièrement. Et les prochains, je n'en ai plus jamais fait aucun à la main. Hein. Ils ont tous été du moins commencé et poli à la machine, et puis ensuite fini à la main au tout dernier moment. Donc ici, une des premières machines que j'avais faites, bon pour le coup, je l'avais peut-être certains ont déjà, se sont déjà procuré le livre dans lequel j'avais participé, dirigé par Charles Ridel à l'époque, la conception et la construction des télescopes et astrographes d'amateurs, où j'explique, brièvement, sans plan, enfin je fais jamais de plan de toute façon, la construction d'une machine avec des objets de récupération de toute nature. Ici, par exemple, ici, c'est une vieille perceuse sur colonne que j'ai vissée à l'horizontale au fond d'un meuble et qui fait tourner tout le reste par-dessus. Bon, bref, ça fonctionnait. Ça m'a permis de faire un miroir de 250 et un autre de 300 millimètres aussi d'ailleurs. Celui avec lequel j'observe d'ailleurs actuellement. Alors bon, il y a plusieurs types, hein. Il y a des machines de type Zeiss, il y a des machines de type Draper. Alors chaque fois, disons, je changeais un petit peu, j'essayais d'autres concepts. C'est des vieux concepts, hein, la machine Draper, je sais plus de quand ça date. On me reprendra si je dis une bêtise, mais je pense que ça date du début du XXe siècle. Hein. Et donc, pour des raisons diverses, donc, j'ai réalisé autant de machines que de miroirs jusqu'à présent. Donc en fait, je me demande si je préfère juste polir des miroirs ou en fait observer avec mes télescopes. Je sais pas. J'ai du mal encore à saisir ce que je préfère, mais enfin, le travail du verre m'intéresse. Alors, qu'est-ce que je pourrais donc rajouter?
Aussi, on a fait bon, j'en reviendrai un petit peu plus tard sur la machine actuelle parce que là, je peux donner un petit peu plus de détails. Malheureusement, là, les seules photos que j'ai sont dans ce bouquin parce que je n'ai rien gardé. Ensuite, nous avons fait toujours avec des on pourrait dire d'objets, de briques et de brocs et de récupération, une autre machine. Alors celle-ci aussi, je la comment dire? Je la présente, sur le livre donc la conception et la construction des télescopes, amateurs. Et j'avais un collègue donc qui voulait à tout prix, se fabriquer un 600 millimètres. De là est né d'autres, comment dire? D'autres, envies, chez les adhérents du club, du Soleil là, le Soleil dans les Pyrénées-Orientales, le village d'à côté. Et ils ont été 4 à s'acheter, des disques de 600 millimètres à la société Schott, pour le coup. Et alors, il y en a qu'un seul qui l'a fini, le plus acharné. Les autres ont été revendus, dispersés. Enfin, il y en a. Mais bon, mon collègue là, mon astropote William, lui c'est un acharné. Hein. Quand il se met sur un truc, il le lâche pas. Et c'est un petit peu ce qu'il faut. Hein, on n'a pas le choix. Alors, il s'est procuré un lit médicalisé du lieu où il travaillait, réformé, hein, évidemment. Hein, il n'a pas poussé un malade pour le sortir de son lit. Hein. C'était des lits médicalisés réformés, d'accord. C'est la base qui supporte l'ensemble des pièces mécaniques, donc. Et du coup, on se rend vite compte qu'il y a la place pour faire 2 miroirs simultanément. Bon, on n'allait pas scier la table en deux. On a été bête, en fait, parce que personne ne l'a jamais utilisé en même temps. Mais bon, on l'a fait parce qu'il y avait la place de le faire. Alors là, c'était une, bon, drapeur. Alors là, je sais pas si on voit ma souris là. Sur le côté ici, il y a des tiges avec une tige filetée qui Oui, c'est permet de bon. rabattre ah voilà, hein, qui permet de part et d'autre, celui-là pour le miroir de gauche et ici une tige filetée dans ce genre de tube là, qui permet de travailler, hem, des zones du miroir différentes, soit vers le centre, soit vers le bord ou des disons des zones intermédiaires. Et donc on a fait ça, voilà. Alors l'ensemble était motorisé par on le voit pas en dessous, malheureusement, j'ai pas plus de photos que ça. À l'époque, je garde pas de photos de ce que je fais. Il y a un moteur de machine à laver, d'accord. On avait pu trouver les fils qui convenaient pour le faire tourner à différentes vitesses. Et donc pour le coup, eh beh, écoutez, ça lui a permis d'économiser ses épaules, d'éviter une tendinite et il est arrivé à faire donc un miroir donc de 60 centimètres de diamètre. Ça, c'était en 2012 de mémoire, 2011 ou 2012. Ce qui dans le département était à l'époque donc il y a une douzaine d'années, un événement parce qu'il n'y avait pas de télescope aussi gros. Enfin dans le commerce sans aucun doute, hein, mais fabriqué par un amateur, il y avait pas. Alors, donc c'est un instrument fantastique, hein, et il a fait ça après. Lui, il s'est fait la structure. Nous, on s'est juste occupé moi, je me suis juste occupé de lui faire à la machine. Et lui, il s'est fait tout seul son miroir, aussi bien en été qu'en hiver. Ça a duré à peu près 1 an et demi l'affaire, hein. Je sais que de mémoire, il avait dû y passer il avait poli et après il avait dû faire 66 retouches pour parvenir à ce qu'il voulait. Et donc ça avait débordé sur l'été. On avait dû installer même une climatisation dans l'atelier du comment ça s'appelle? De l'observatoire car, il y faisait trop chaud pour maintenir cette température, cette, fameuse température aux environs de 20 degrés. Donc tout ça pour montrer que beaucoup d'objets du quotidien peuvent être détournés et ce n'est pas, disons, quelque chose de très onéreux, une machine à polir, à fabriquer, hein. Alors ensuite donc, alors j'avais une vidéo à montrer, mais je vais peut-être pas le faire parce que avant-hier, on a essayé et ça ralentit le flux et donc c'est pas très pratique. Donc bon, je peux après laisser les coordonnées pour aller voir ça sur YouTube, hein, puisqu'elle y est, hein. Alors de mémoire, je sais que les rotules, alors pour revenir ici, je sais que les rotules au bout du doigt ici, il faut une petite rotule pour que, disons l'outil puisse se balader en respectant la courbure, du miroir. On avait pris donc des rotules de train avant de Renault 4. Ce qui motorisait le plateau ici, on le devine un peu ici, il y a un genre de galet, c'était des moteurs de attendez, je l'ai marqué, des moteurs de Vérène de lit médicalisé, parce que lui, son domaine, c'était ça, hein, donc pour le coup, il récupérait ça.
C'est des moteurs très puissants, hein, qui sont capables de soulever des personnes, impotentes dans le lit, donc pour le coup, c'est extrêmement puissant et donc ça tournait sans aucun problème. Bref, ici, le plus cher, tout ça c'est de la récupération, hein, même le moteur de machine à laver, ça se récupère à la déchetterie, bon, le plus cher, ça a été les de découper, enfin de trouver des panneaux. On a acheté des panneaux ici de contreplaqué, ceux qui sont, plastifiés et qui servent aux maçons à bancher le béton quand ils font des murs. Ils sont de couleur un peu marron. Ils ont le gros avantage d'être imperméables et de ne pas trop se déformer à l'humidité. En plus, on les avait repeints sur la tranche de façon à ce que l'eau ne pénètre pas, sur les côtés. Donc voilà, donc là, on voit le 600 une fois terminé, dont le seul, je peux pas vous montrer les autres parce qu'il y en a 2 autres qui se sont découragés et il y en a un qui n'a jamais commencé, qui a revendu le miroir et dont le enfin le bloc de verre, brut, il l'a revendu tel quel et je sais pas ce qu'il est devenu, je sais même plus où il est. Voilà et donc j'imagine que si quelqu'un veut acheter un blanc de 600, peut-être que c'est en demandant au club d'astronomie Terre et Univers du Soleil, peut-être il traîne dans un placard et il est même pas réalisé, je crois, ce miroir. Bon, si ça peut intéresser quelqu'un, je sais pas s'il est en vente, bon bref. Alors, même si la machine, je sais qu'elle a réputation de produire de mauvaises surfaces optiques, de faire des comment ça s'appelle? Des traces en quelque sorte assez géométriques, de par le fait que c'est un moteur, ça tourne, régulier, il y a pas d'aléatoire dans un moteur. Faut avouer qu'une machine tout de même, permet peut-être d'arriver, à bout d'un tel projet, hein. Parce qu'à la main, creuser un miroir, alors je sais plus combien il fait le miroir, mais il faisait celui-ci, c'était un des plus fins. Il faisait environ 4 centimètres. Il doit faire une bonne vingtaine de kilos. C'est impensable de le faire à la main, selon moi, hein. Peut-être certains y sont arrivés, mais nous, on n'a même pas essayé. Alors bon, tout ça pour en venir à ma nouvelle machine. Alors bon, moi, pour des raisons de santé, au niveau de mon dos, je peux pas faire de gros télescopes, donc je me contenterai de petits qui font entre 20 et 30 centimètres, puisqu'après je peux plus les lever pour les mettre dans la voiture, donc je me contente de ça. Et donc là, c'est ma dernière, création, hein, en quelque sorte, depuis, l'hiver dernier. Je me suis fait ça dans le garage et donc voilà la vue générale de la machine donc. Celle-là, j'ai un petit peu plus de détails, j'ai fait des photos et donc elle a une capacité de pouvoir polir de miroirs, disons de 15 centimètres de diamètre à environ 25 centimètres, pas plus. Ça tombait bien. J'avais un blanc, donc c'est-à-dire un bloc de verre rond, hein, qui permet de faire des miroirs, de 25 centimètres. Donc je l'ai exactement, dimensionné pour ce type de miroir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc elle est motorisée à l'aide de 3 moteurs d'essuie-glace de voiture, que j'ai acheté à la casse pour 30 €. On peut les avoir, voilà, pour 10 € pièce, on peut avoir des moteurs, d'essuie-glace. Donc, attendez, on va passer ici. Donc là, par exemple, vous avez l'excentrique, hein, qui permet de faire, osciller le bras et qui maintient l'outil sur l'outil, sur le miroir et il est réglable. Donc je tiens ce genre d'écrou prisonnier de cette tige filetée et donc la position 0, ben, il y a aucun oscillement. Je suis exactement dans l'axe de rotation du moteur qui est ici. Bon, il y a un effet de perspective qui fait que, bon, on dirait que c'est pas en face, mais en réalité, c'est vraiment en face. Et en tournant cette molette ici, eh ben, j'arrive à déplacer, disons, le bras où je le souhaite pour pouvoir travailler, plus une zone que l'autre. Donc vous voyez en dessous, vous avez le moteur d'essuie-glace, hein, que certains reconnaîtront, qui bricole un petit peu, qui permet de faire tourner une poulie en bois et cet axe, en fait, ben, c'est celui-ci, d'accord? Donc l'avantage d'un moteur d'essuie-glace, c'est que ça tourne quand même relativement lentement, contrairement à ce que me conseillait, disons, je me rappellerai plus, je dirais bien maintenant, Pollux sur le réseau. Il me dit: «Non, il faut que ça tourne plus vite et tout». Bon, j'ai dit: «Écoute, hein, moi j'ai ça, je vais le faire tourner lentement, j'ai du temps, je fais pas des miroirs de façon professionnelle donc bon».
c'est pas grave, j'y passe plus de temps, mais ça peut présenter, disons, des problèmes que j'ai découverts ensuite et je sais que je suis sujet à faire des bords rabattus tout autour de mon miroir, c'est-à-dire que le bord n'est pas net. En fait, il se rabat, suite à la déformation de la poix, hein, le produit, la résine qu'on utilise pour polir les miroirs et donc c'est pour ça que je fais sans doute des bords rabattus depuis des années et des années, que je masque ensuite. Bon, alors il va falloir que je corrige ça. Bon bref, là vous voyez un moteur d'essuie-glace, la poulie, une, courroie de machine à laver qui est rainurée, mais c'est pas rainuré dans le bois, mais c'est pas grave, ça adhère quand même. Alors si vous étiez amené à construire donc des poulies en bois avec des caoutchoucs et des courroies en caoutchouc qui baladent dessus, à ce moment-là, vous aurez, quelque chose de pratique si jamais ça patine. Vous l'avez sous la main. Les mécaniciens appellent ça du Philadelphie. Alors le Philadelphie, c'est un pain de résine, qui permet aux voitures de ne pas faire, quand vous avez une courroie qui patine, vous frottez contre la courroie pendant quelques secondes ce pain de résine et la courroie ne patine plus. Et nous, on a à peu près, ces pains de résine, le Philadelphie, c'est du colophane et c'est très proche de la poix qu'en fait on utilise pour polir les miroirs. Alors en fait, là, on le voit pas, mais quelque part sur le pied, j'ai caché un bout de poids, un carré de poids, et quand ça patine un peu, je fais tourner le moteur, j'appuie pendant quelques secondes à l'intérieur contre l'intérieur de ma courroie, ce bout de poids, et hop, la poulie repart. Donc vous voyez, et puis ça part pour des heures et des heures, hein. Ça reste présent, c'est très collant. Donc voilà le moteur qui entraîne donc le premier excentrique, le premier moteur. Donc vous voyez le moteur, c'est vite fait. Là, en fait, c'est une cornière sur laquelle j'ai acheté ici des roulements de, comment ça s'appelle, de rollers. Alors dans un magasin de sport bien connu, ils vendent ça par paquet de 8 ou 10, ça revient environ à 1 € pièce. À l'intérieur de cet écrou, c'est pareil. J'ai un fichier dans un tube de, c'est un tube à l'origine qui était d'arrosage de 20 millimètres extérieur, de mémoire, et à l'intérieur, c'est des tubes d'arrosage en fer galvanisé. Et ben, le roulement, il rentre pile poil dedans, un peu en pression, c'est pas plus mal. Tout le reste n'est que tige filetée. Donc, ensuite, une autre vue, donc ça, c'est l'excentrique, qui est à droite de la machine. Alors celui-là, il est en prise directe avec un moteur. Celui-ci qui est entouré de jaune sur la droite, hein, il y a pas de courroie parce que déjà, j'ai utilisé la vitesse la plus lente de l'essuie-glace et il sert juste à donner en quelque sorte, bien que le terme soit pas exact, un peu d'aléatoire au mouvement. Il fait osciller le bras dans un autre sens. Alors ce qui se passait, c'est que, je m'en suis rendu compte et de toute façon en regardant certains sites internet, comme par exemple le site de Gap47, ils en parlaient un petit peu, c'est d'installer, sur le doigt un papier pour voir un peu où travaille le centre, de l'outil. Alors avec un excentrique, j'ai démarré de là, avec un petit feutre là, avec un stylo même, et puis je regardais au bout de combien de fois il revenait au même endroit. En gros, au bout d'une quarantaine de fois, une quarantaine d'allers-retours, j'avais de nouveau un cycle qui recommençait tout à fait identique au premier. Et en rajoutant de suite le deuxième excentrique, bon, je me suis lassé au bout d'un moment, parce que j'ai dû compter comme ça, je suis arrivé à quasiment 700 fois et j'étais pas arrivé au bout. Donc je me suis dit: «J'ai l'impression ici, en voyant la noirceur de la spirale au milieu», je me suis dit: «Bon, on dirait qu'il y a des zones où je repasse plus souvent, mais quand même le centre travaille quand même de façon un petit peu plus élargie». Alors je risque d'avoir peut-être un peu plus d'aléatoire, car c'est ce qu'il faut, disons, dans ce type de travail. L'avenir dira si j'avais raison ou pas, hein. De toute façon, on verra avec les premières images que me produira, là, le miroir à ce qu'on appelle l'appareil de Foucault, hein, qui permet d'analyser sommairement la vue générale du miroir. J'en suis pas encore là. Là, nous avons donc, le dessous du plateau, je l'ai démonté parce qu'il faut prévoir quand même, donc là, on devine où il y a l'axe, le palier. Et ici, ça c'était un vieil axe en bronze qui traînait dans mon tas de ferraille, hein, d'accord? Que j'ai collé sur un plateau de verre qui me sert de plateau pour lire mon miroir. En fait, ce bout de verre là, rond, c'est un ancien outil.
un outil que j'avais utilisé, dont la partie qui est collée au-dessous est bombée. On ne le voit pas, mais elle est bombée de 2 ou 3 millimètres. C'est un Newton que j'avais fait. Et je me suis dit, tiens, t'as pas de plateau. Si tu prends de contreplaqué, ça va s'imbiber d'eau, ça va gondoler, ça va se déformer. Ben, prends du verre. Le dos a l'avantage d'être suffisamment plat. Par contre, cette partie qui est bombée, je l'ai mise dessous. Et j'ai collé, bien centré, cette pièce en laiton ou en bronze, je ne sais pas ce que c'est au juste, là-dessus, avec une colle qu'on utilise dans le bâtiment, ça s'appelle du high-tack, hein, et qui est très 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 forte. D'ailleurs, si je voulais le décoller, je pense que je ne sais pas si j'y arriverai sans le casser. On utilise ça pour coller un petit peu tout dans le bâtiment. C'est très très puissant. Donc le fait que ce soit démontable à l'aide de cette vis, hein, le creux ici rentre sur le palier, ça me permet de nettoyer facilement, on le devine un peu ici, j'ai pas pensé de faire de photos plus claires, la casserole que j'ai piquée à ma femme, hein, dans la cuisine, mais je lui ai pas dit parce que sinon ça gueule, parce que j'y ai fait un trou dedans, hein, forcément. Et donc ça me permet de nettoyer facilement, disons, le réceptacle. Alors, il s'est passé un truc, c'est que si bon, ça m'étonnerait que vous utilisiez ce type mais ça peut aider même si vous n'avez pas de partie bombée ici, afin que quand ça coule là, les liquides n'aillent pas migrer vers l'axe. J'ai fait une gouttière en silicone. J'ai tout simplement collé un bout d'adhésif sur le champ du miroir, à cheval, dans le vide et sur le miroir, et avec le bout du doigt, j'ai mis du silicone. Puis le lendemain, j'ai enlevé le silicone et ça m'a fait une gouttière. Donc pour le coup, les liquides ne migrent pas vers l'axe et ne salissent pas tout. Bon voilà, un peu pour, juste pour présenter quelques astuces de construction. Bon, vous reconnaissez des équerres qu'on utilise aussi, pour faire des placards. Bon, qui c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'elles sont pas faciles à nettoyer. Mais alors ce que je fais, c'est que je les nettoie, je les brosse, je les fais sécher et pour pas qu'il y ait de graines d'abrasif, chaque fois je passe un coup de bombe de peinture qui colle tout le monde et au moins je suis pas embêté. Donc si vous c'est une bonne enfin, ça je le fais depuis longtemps. Les pièces mécaniques difficiles à nettoyer quand je change de grain, je les nettoie et je les repeins, un coup de bombe, ça prend 5 minutes et au moins je suis tranquille. Et enfin, donc, le troisième moteur qui permet de motoriser donc ce plateau-là, qui est donc mon ancien outil là, d'un vieux miroir. On le revoit monter, donc vu de dessus. Et alors, tout simplement, j'avais pas de courroie. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai pris un vieux pneu de vélo de gosse, hein, voilà. Je peux le dire maintenant, hein, mes enfants sont grands, les vélos, ils les utilisent plus, hein, donc j'ai pu leur piquer le pneu du vieux vélo. J'ai enlevé le talon, du pneu, la partie dure là où on dirait qu'il y a un câble de chaque côté, parce que disons on peut pas on peut pas l'utiliser comme ça pour faire une poulie. Donc au cutter, j'ai découpé ça, d'ailleurs on le voit un peu comme un cochon, mais enfin ça fonctionne. Ça m'englobe bien en plus la poulie ici, puisque c'est arrondi, la poulie qu'on voit pas de l'autre côté. Écoutez, pour l'instant cette machine fonctionne depuis une cinquantaine d'heures, rien n'a cédé, tout fonctionne. Donc, un vieux pneu, c'est gratuit, encore une fois. Je fabrique avec ce que j'ai sous la main, dont le plateau tourne à environ, je sais plus, très peu, je crois, je l'avais dit à Pollux tout à l'heure, c'était aux environs de 7-8 tours à la minute. C'est pas assez, ça tourne lentement, mais bon, il faut que je change mon système de poulie pour que ça aille un peu plus vite. De toute façon, ce type d'engin est en perpétuelle évolution, hein, de toute façon. Et là, vous avez allez, le panneau de contrôle. Alors, ce qui alimente les 3 moteurs d'essuie-glace, tout simplement ici, vous avez une alimentation de vieil ordinateur, donc ça pas cher aussi, gratuit, hein, qui n'a pas un ordinateur avec ce type d'alim, ça peut faire fonctionner 3 moteurs en même temps, sauf que il faut pas démarrer les moteurs en même temps, sinon elle disjoncte. On les allume un par un, en attendant 2-3 secondes et là, tout fonctionne correctement. Bon, alors écoutez, ça fonctionne correctement, à condition d'en prendre un peu soin. Et beh, une fois que c'est démarré, ça s'arrête plus. Il m'arrive de faire des séances de polissage qui durent 6-7 heures. Et du coup, il m'était venu l'idée, de continuer d'automatiser, le système, ici avec le bocal à confiture.
qui fera peut-être sourire Barbidule, puisque lui aussi utilise des pots à confiture pour d'autres utilisations. On a pu voir ça l'autre fois. Je lui laisse la primeur d'expliquer ça un jour. Et à l'intérieur, j'ai ma soupe de polissage. Alors, ce sont une poudre qu'on utilise pour polir les miroirs, c'est de l'oxyde de cérium, c'est des poudres extrêmement fines, mais qui ont tout de même tendance à se déposer en bas du bocal si on les agite pas. Alors là, j'avais scotché un moteur avec un genre de tige comme un stylo et puis une hélice en bas. Et donc, dès que je le mets en route, ça secoue la soupe, évidemment, et à l'intérieur ici, alors comme c'est un petit peu flou, on voit pas, il y a un moteur une pompe d'aquarium. Alors ça, je l'avais déjà utilisé. J'en parle d'ailleurs dans le livre dans lequel j'avais, la construction des télescopes amateurs là, mais j'avais le souv alors j'avais perdu cette pompe d'aquarium, j'en ai racheté une autre, mais malheureusement elle est trop faible. Le liquide a du mal à monter, 30 ou 35 centimètres au-dessus, et donc ça tombe, vraiment très, très, très difficilement. Et donc il faut que je change de pompe, mais j'abandonne pas l'idée de motoriser, également l'alimentation en produits. Parce que disons que comme, à force d'automatiser, ça me permet de faire autre chose pendant ce temps. Je lis et j'ai plus qu'à par exemple et j'ai plus qu'à surveiller, ce qui se passe, mais un petit peu de loin, quoi, hein. Alors je sais que c'est pas bien, il faut pas le faire, il faut rester sur le poste de travail. Régulièrement, il faut aussi retailler les carrés de poids, ici, parce qu'ils ont tendance à s'écraser sur leur propre poids à force de travailler, hein. Ce qu'on voit ici, là, on le voit dépasser. Donc c'est pour ça que je peux pas automatiser et laisser ça tourner pendant des heures, parce que je me connais, si j'y parvenais, je le ferais, hein. Moi, plus c'est automatisé, mieux c'est. Tourner en rond autour d'une table, je ne le fais pas. Bon voilà. Donc là, vous avez que des interrupteurs de commande, hein, ici, c'est l'excentrique qui est à gauche, hein, celui qui donne un peu de mouvement aléatoire, qui a une très petite amplitude. Ici, c'est celui du plateau tournant. Ici, c'est l'excentrique à gauche. Et puis là, c'était les vitesses. Vitesse 1, vitesse 2 pour le plateau, vitesse 1 et vitesse 2 pour l'excentrique principal. Voilà. Bon, il n'y a pas une grosse différence entre les vitesses. C'est vrai que c'est pas flagrant, hein. Mais bon. Donc vous voyez que là aussi, ce sont des interrupteurs de récupération, hein. Tout ça pour dire que euh, cette machine doit me revenir, allez, maximum 50 €. Déjà le bâti, ce sont des tasseaux de palettes. Le dessus, c'est un vieux plateau de meubles que je devais jeter. Bah, j'ai récupéré un des plus grands plateaux pour en faire, comment dire, la base, hein, de travail au-dessus. Et donc voilà, quoi dire de plus? Tout est fait de briques et de broc. Écoutez, pour l'instant, hop, pour l'instant, disons, j'ai fait autant de machines que de miroirs. Chaque fois que j'ai envie de faire un télescope, beh, je change de concept de machine. Et puis pour d'autres raisons, parce que j'ai déménagé, je pouvais pas la ramener, et cetera. Donc ça a toujours été un peu compliqué de garder la même machine. Parce qu'au final, quand même, c'est un truc qui pèse, qui pèse beaucoup quand même, hein, à force de rajouter des éléments dessus. Et donc c'est pas facile à déménager. Donc je vous dis, hein, en tenant compte donc des objets de récupération, j'ai 30 € de moteur. J'avais dû acheter une courroie de machine à laver pour le premier excentrique, parce que là j'avais pas de solution, donc j'ai payé ça une quinzaine d'euros. 3 ou 4 € de tige filetée. Le dessus du plan de travail est plastifié, mais c'était des restes de chantier que j'avais fait dans ma salle de bain, donc il me restait un genre de linoléum plastifié. Je me suis dit: «Bah, tu vas coller ce qui te reste et puis ça sera imperméable». Donc voilà en gros, ce que je voulais vous proposer. Tout ça pour, vous montrer que, pour peu qu'on soit un peu bricoleur, qu'on ait un petit peu d'outillage, il est pas difficile, disons, de réaliser, une machine qui nous évite, pas mal de fatigue. Bon voilà, voilà ce que je voulais vous présenter, bah, ça c'était un lien vers YouTube. Donc voilà, écoutez, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Alors je sais pas comment se passaient les questions, si certains ont des questions, si c'est possible ou pas. Merci beaucoup pour ta présentation. Effectivement, tout le temps
Tout le temps pendant lequel on repousse la construction d'une machine, c'est du temps qui aurait pu être, mis dans la construction d'une machine pour pouvoir faire, plus de pièces optiques ensuite. Si des personnes ont des questions, vous pouvez les mettre, dans le chat, sur le panneau de droite ou vous pouvez normalement cliquer sur une petite icône pour lever la main et demander à prendre, la parole, si vous le préférez. Je me sens surveillé Et là. On a un professionnel. Victor demande comment on mesure l'avancée du polissage, également. Alors Et comment on il faut mesure juste l'avancée avoir un du problème de polissage? micro. Alors on le mesure. On l'estime déjà, je sais qu'à chaque pré après chaque séance de polissage, eh beh, je sors le miroir, le futur miroir, de la machine et je le regarde à la lumière, disons du jour ou à la lumière d'une ampoule tout simplement et par rapport aux sessions précédentes, je peux estimer, le niveau de gris, c'est-à-dire les encore les petites piqûres que l'on trouve, sur le miroir, au tout début et on voit que généralement le centre du miroir se polit plus rapidement que les bords, heu, en regardant le reflet tout simplement d'une ampoule, heu, avec une lumière, de moins en moins rasante au fil des sessions de polissage pour le coup. Au début, les premières sessions, les premières heures, on doit vraiment avoir le miroir, comment dire, presque en alignement avec l'ampoule et sur la fin, on peut voir le reflet du plafond de la pièce, net, clair, sans avoir à incliner le miroir. Après de toute façon, on peut la passer à l'appareil de Foucault. Alors c'est un dispositif, qui date, quant à lui du 19e, inventé par Léon Foucault et qui permet justement d'estimer aussi les piqûres. Si jamais il y a des piqûres importantes, là, c'est plus ennuyeux parce qu'elles apparaissent comme des points très brillants, au travers de l'appareil de Foucault. Mais en général, on donne suffisamment d'heures de polissage pour, qu'il n'y ait pas du tout de gris sur un miroir. C'est assez empirique, hein, Alors après je sais pas, peut-être il je me existe demande des si la question pardon, vas-y. oui. Peut-être que j'ai mal, Ah! reformulé la question qui portait peut-être sur la mesure optique, plutôt que la mesure de l'avancée du gris, qui est toutefois, intéressante Ah aussi. oui, la mesure oui, d'accord, l'avancée Hem, du polissage, oui. Moi, je pensais j'étais pas sur la même, voilà. Alors on mesure ça donc, je le répète, avec un appareil de Foucault, mais là cependant j'ai pas prévu, de slide justement pour expliquer le fonctionnement justement de l'appareil de Foucault. Encore une fois, je et rassure tous ceux qui seraient intéressés par cette aventure, l'appareil de Foucault, se mesure encore une fois avec des objets de récupération et très simple à fabriquer et donc on sait, le but à atteindre, la parabole. On sait que quand on met une source de lumière, brillante au centre de courbure du miroir, on analyse donc le retour et on peut donc mesurer, heu, où se trouve le point, la focalisation de chaque zone du miroir, dont une couronne extérieure, prenons simple, la zone du centre, une couronne intermédiaire et la couronne autour, du miroir. La théorie nous dit que, si on veut un miroir parabolique, il faut qu'à tant de millimètres, on trouve le point focal de la zone centrale. Un petit peu plus haut, il faut qu'on trouve la zone, intermédiaire et puis encore un petit peu plus haut, il faut qu'on trouve le point focal de la zone de la couronne et puis on voit de suite avec, comme un appareil avec une tige filetée, M6 de 1 millimètre. Chaque fois qu'elle fait un tour, bah, elle parcourt, linéairement 1 millimètre. On fait un petit cadran divisé en 10 et du coup, on a le centième de millimètre. C'est très, très simple de se fabriquer un appareil de Foucault et on voit si on est alors non seulement cet outil fabuleux, hein, vous indique où est-ce qu'il faut enlever du verre en quelque sorte et de combien. Mais le plus difficile est l'action qu'on portera avec le polissoir, qu'on a souvent beaucoup de mal à prédire
à prévoir à l'avance, est-ce qu'on a bien agi ou pas? C'est très empirique et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que le 600 que je vous ai montré tout à l'heure, le 600 millimètres, le gros télescope du collègue, même lui, il a été fait à l'appareil de Foucault, hein, et c'est celui-là où je disais qu'il a dû s'y reprendre à 66 fois pour y parvenir. Moi, j'ai un miroir plus modeste, le dernier que j'avais fait, un 300 millimètres, il m'a fallu 72 retouches et c'est là où je dis: «Il faut pas se décourager» et j'espère que les professionnels font ça beaucoup plus rapidement que nous, mais quand même, on y parvient. Donc voilà, Alors c'est pour, alors maintenant, il y a d'autres, oui. techniques maintenant, il y a mais là, je laisserai la parole à d'autres parce que j'ai aucune expérience là-dedans avec, l'interférométrie. Alors on va justement y venir, juste après. Voilà, Très j'imagine, rapidement avant j'imagine. de changer de sujet, Paul X demande, en ayant testé plusieurs types de machines comme les Zeiss ou les Draper et peut-être les Elgin même, Ouais. laquelle tu conseillerais? Tout simplement. Alors, la machine de drapeur était vraiment bien. Enfin, je ne l'ai pas utilisée, moi, je l'ai juste faite, cette machine, avec mon collègue, avec William, mais il me dit qu'elle a été très pratique, surtout le fait d'avoir ce bras, sur le côté avec la petite manivelle qui permet de ramener, comment dire? De l'offset quoi, le ou le débord, je sais plus, de le ramener et de travailler vraiment avec des petits polissoirs ou des de moyenne taille, un petit peu où on voulait. Il l'a trouvé vraiment pratique. Moi, je sais que la première que j'avais fait de type Zeiss là, hem, j'ai fait un joli couvercle de poubelle. C'est ce qu'on voit, disons, on parle de ça parce que quand on me regarde la première fois à l'appareil de Foucault, on se rend co ça ressemble à un couvercle de poubelle avec plein de cercles concentriques, plein de couronnes et c'est là qu'on se dit: «Je vais en baver pour corriger tout ça». Et donc j'avais dû un petit peu y mettre les mains et arrêter à la machine et finir un peu à la main parce que je sentais bien que j'y serais pas parvenu. Mais je sais que le collègue a bien aimé la Draper lui, hein, voilà. Donc je conseillerais plutôt celle qu'on avait faite, le système qu'on avait fait avec le double plateau là. Ça Alors celle-là, double bah, peut-être, excentrique avec un que peu d'aléatoire, je sais pas, c'est une nouveauté, j'ai jamais essayé encore, hein. Je vous dirai. peut-être que des personnes qui regardent, pourront, parler des types, de machines que qu'ils ou elles possèdent, dans le chat et on aura un petit peu de temps après pour repasser dessus. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais prendre la suite. Donc, Ah ben tiens, à propos, je vois que justement il y a un professionnel qui vient me voir, monsieur Franck Grière, que je remercie d'ailleurs, de m'avoir retouché il y a quelques années, il y a déjà pas mal d'années, un miroir et voilà. Merci à lui. Un miroir que je ne parvenais pas à finir, comme quoi on n'y arrive pas tout le temps. merci Franck, d'être, présent parmi nous. On a donc, au moins 2 professionnels opticiens parmi On n'a les pas intérêt à spectateurs dire ce des soir. bêtises là, hein? Non, effectivement. Eh ben merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous permettra d'essayer de vous lancer dans cette aventure. Au revoir.